On est dans le Ça, spectacle vivant et enregistré, donc j'enregistre, voilà. très bien. Merci Ségolène. Je vous propose de commencer. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à notre événement webinaire Baissez votre contribution AG handicap par des achats responsables ajustés à vos activités. Je vous invite à couper vos micros et évidemment lorsque vous n'intervenez pas, mais également votre caméra, elle est la bienvenue. N'hésitez pas à vous partager vos questions. Au terme de chaque intervention, il y aura 4 interventions qui seront suivies de vos questions si vous le souhaitez. Toutes les entreprises du secteur de la culture peuvent faire appel au secteur protégé et adapté pour sous-traiter leurs achats au bénéfice de leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés ou de leur démarche éco-responsable. Et au cours des 2 heures que nous allons passer ensemble, vous sera présenté la mission handicap du spectacle vivant et enregistré, le GESAT, et nos 2 invités qui chacune représente une entreprise de ce secteur pour témoigner de la diversité des prestations mobilisables ajustées à nos environnements d'activité. Permettez-moi de vous présenter chacune et chacun sans délai. Sarah Minsky pour Audience, Fabrice Loire pour le GESAT, Sabrina Bonjour. Varmery pour le Cercle Carré, bonjour, et Gabriel Portnoy pour la manufacture digitale. Vous pourrez poser vos questions, je l'ai dit, et tout naturellement, je donne la parole à Sarah Minsky pour nous présenter la mission handicap du spectacle vivant et enregistré. Sarah, c'est à toi. Bonjour à tous et à toutes. Alors, avant de rentrer dans le détail de la présentation de la mission handicap du spectacle vivant, il nous semblait intéressant en fait de vous rappeler un petit peu le cadre législatif qui a jalonné la question de l'emploi et du handicap en France. Alors, il y a 3 grandes lois en fait qui ont axé en fait cette question-là. La première loi, qui est la loi de 87, qui est la première loi qui pose en fait cette fameuse obligation d'emploi de 6% pour toute entreprise de plus de 20 salariés ou plus. Donc pour faire simple, une entreprise qui aurait plus de 20 salariés devrait embaucher un salarié avec une bénéficiaire de la fameuse obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Dans le cadre de cette première loi, on vous a indiqué les 6 moyens possibles pour remplir cette fameuse obligation d'emploi: recruter directement un travailleur handicapé au sein de ses effectifs, accueillir des stagiaires handicapés, maintenir en emploi. Donc le maintien dans l'emploi, comme son nom l'indique, c'est maintenir au sein de son activité un salarié qui serait déjà au sein de vos effectifs. Sous-traiter auprès du secteur protégé adapté, donc là, si l'entreprise ne peut pas recruter directement, Fabrice vous expliquera ensuite cette façon de remplir l'obligation d'emploi en faisant appel en fait à ce qu'on appelle des entreprises adaptées et des ESAT. Un autre moyen de remplir cette obligation d'emploi est de conclure un accord d'entreprise, une convention sur l'emploi de travailleurs handicapés auprès de la GFIP ou de la DIREC. Ça, c'était dans le cadre de cette première loi. Pour les entreprises qui ne parviennent pas à remplir ce taux d'emploi, un moyen également de remplir cette obligation est de verser une contribution auprès de la GFIP. La deuxième loi, qui est la loi de 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, va un peu plus loin que cette première loi. En fait, elle précise la notion de handicap. Donc, je vous lis cette précision. Donc, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. En fait, dans le cadre de cette deuxième loi, on ajoute tout ce qui est affection de longue durée et tout ce qui est lié au psychique. Et cette deuxième loi renforce l'obligation d'emploi, en fait, par l'augmentation de la contribution. En fait, si vous ne mettez en place aucune action sur les 3 dernières années, il y a ce qu'on appelle une surcontribution. Et dans le cadre de cette deuxième loi, le montant de la surcontribution a été réévalué pour vraiment inciter les entreprises à mettre en place des actions.
est intéressant à ce niveau-là, Sarah, c'est aussi de rappeler que cette loi a étendu du secteur privé également au secteur public l'obligation d'emploi, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et la troisième loi, donc, qui est la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, refonde cette fameuse obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Elle a été mise en place opérationnellement depuis janvier 2020. Alors, il y a eu beaucoup de questions autour de cette réforme. On se demandait si même les entreprises de moins de 20 salariés allaient être soumises à cette obligation d'emploi. Au final, on conserve ce seuil de 20 salariés. La différence, c'est que dorénavant, toutes les entreprises, même celles qui ont moins de 20 salariés, devront déclarer. Ça permet en fait d'avoir une idée plus précise de la question de l'emploi des travailleurs handicapés en France, même auprès d'entreprises qui ont moins de 20 salariés. Dans le cadre de cette réforme, on met en avant l'emploi direct puisque seul est comptabilisé dans ce fameux taux de 6% l'emploi direct. Et maintenant, tout ce qui est recours à la sous-traitance, Fabrice vous en parlera ensuite, va venir en déduction du montant de la contribution. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai été peut-être un peu rapide. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette thématique-là, avant que je vous présente de façon plus détaillée la mission handicap? Je continue. C'est des choses que vous connaissez aussi déjà, c'est des notions que vous avez. N'hésitez pas après à activer le micro, on est en comité réduit. Donc. Comme on n'est pas beaucoup, voilà, n'hésitez pas. Voilà. Merci. Pas de questions, je continue? Allez. On a eu des pouces en l'air. Bon, alors c'est que tout va bien. Bon, on peut faire un petit pouce comme ça aussi, si vous aimez bien. Hop. Voilà. Alors, la mission handicap du spectacle vivant et enregistré. Alors, Audience qui est le groupe de protection sociale spécialisé dans le secteur de la culture, de la communication et des médias. Audience a piloté la première mission handicap spécifique au secteur de la culture, qui au départ était la mission handicap de la branche de la production audiovisuelle entre 2017 et 2020, qui a été élargie depuis septembre 2020 à de nouveaux secteurs d'activité. On vous a cité les secteurs. Donc, on accompagne toujours le secteur de la production audiovisuelle, mais se sont ajoutés le cinéma, les prestataires techniques spectacle vivant et audiovisuel, l'édition musicale et phonographique, et tout ce qui est spectacle vivant, donc théâtre, opéra, danse. La mission handicap s'adresse à toutes les entreprises au niveau national, donc soumises ou non à l'obligation d'emploi, mais les actions proactives sont menées auprès des entreprises soumises à l'obligation d'emploi et situées en Île-de-France. C'est là où on trouve la majorité des entreprises du secteur culturel. L'objectif global, c'est d'accompagner à la fois les entreprises sur leur obligation d'emploi et les salariés de ces secteurs-là qui auraient des difficultés de santé ou en situation de handicap. Il y a 3 grands axes de travail dans le cadre de la mission handicap. Donc, on va rentrer dans deux de ces axes. Donc, l'accompagnement destiné aux entreprises, donc mettre en place une expertise opérationnelle à destination des entreprises. Et on a mis en place un accompagnement métier pour les salariés, quels que soient les statuts, artistes et techniciens intermittents du spectacle, des permanents, des pigistes, des étudiants, pour qui la question de la santé constitue un frein, soit sur l'accès, soit sur le maintien, soit sur la reprise de l'activité professionnelle. Et bien sûr, on a mis en place le troisième grand axe concerne toutes les actions de communication, tous les outils de communication qui ont pu être mis en place. Alors, ça a débuté par des outils de communication dans le cadre de la mission handicap prod audio qui ont été élargis à de nouvelles fiches métiers, fiches techniques, à la fois destinées aux entreprises. On a par exemple mis en place une fiche sur qu'est-ce que l'obligation d'emploi, qu'est-ce que la déclaration obligatoire d'emploi de travailleurs handicapés, une fiche sur par exemple la réforme de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés et des fiches également. On a fait une fiche bien sûr sur le secteur, enfin comment remplir cette obligation d'emploi, donc au travers du recrutement, du maintien dans l'emploi, de la sous-traitance auprès du secteur protégé adapté. Et on a mis en place également un certain nombre de ressources destinées aux salariés, par exemple qu'est-ce que le statut de travailleur handicapé, les différents types de handicap qui pourraient donner lieu à une reconnaissance de la situation de santé.
tous ces outils de communication sont accessibles et disponibles sur le site de la mission handicap. On vous donnera à la fin de la présentation toutes les coordonnées, nos coordonnées et les coordonnées également de la mission handicap. Pour entrer un petit peu dans le détail des actions mises en place dans le cadre de la mission handicap. Alors, tout d'abord, l'axe destiné aux entreprises. Voilà. Alors, pour résumer un peu les choses, on peut vous accompagner sur toutes les questions liées à votre obligation d'emploi. De la déclaration, c'est-à-dire que par exemple au début de la mission handicap, on a pu avoir pas mal de questions autour de j'emploie un artiste et technicien intermittent du spectacle qui a une RQTH, donc la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Est-ce que ça rentre en compte par exemple dans le calcul de l'obligation d'emploi? C'est vraiment pour toute question pratico-pratique, déjà sur la déclaration en tant que telle, et ensuite on peut vous accompagner de différentes façons. Alors ça, je ne voulais pas préciser, la mission handicap est financée par Audience et l'AGFIP. Donc l'AGFIP, en fait, c'est l'organisme collecteur. Je vous ai indiqué en début de présentation que les entreprises qui ne parviennent pas à remplir leur obligation d'emploi reversent une contribution auprès de l'AGFIP. Donc l'AGFIP est en fait l'organisme collecteur de cette contribution qui va ensuite financer différentes actions, différents dispositifs, différentes aides techniques destinées aux professionnels qui ont une reconnaissance administrative de leur situation de santé. Et donc la mission handicap est financée donc par l'AGFIP, donc par les contributions des entreprises et par Audience. Du coup, quand vous faites appel à nous pour être accompagné sur votre obligation d'emploi, il n'y a pas de votre côté de financement à envisager. C'est déjà on va dire, préfinancé en fait. Dans le cadre de la mission handicap, voilà, on vous a cité quelques axes d'intervention possibles. Donc, on peut vous accompagner si vous souhaitez mettre en place des actions d'information et de sensibilisation. Alors, soit à destination de vos salariés, on a mis en place avec Pascal une action de sensibilisation qui s'appelle « Comment travailler avec son handicap, le handicap des autres ». On a mis en place aussi des actions de sensibilisation pour les professionnels des ressources humaines. On s'adapte vraiment à vos besoins. On a aussi pu accompagner un certain nombre d'entreprises sur des questions de recrutement. Par exemple, pour vous aider à rédiger vos offres d'emploi, pour mettre en avant que vous êtes dans une politique handi-accueillante. Et en fait, on a aussi mis en place un certain nombre de mises en relation entre les professionnels qu'on accompagne et vos besoins de recrutement. En fait, je vous expliquerai juste après dans le cadre de l'accompagnement qu'on propose auprès des salariés. En fait, on a une petite CVTech. Il y a un certain nombre de mises en relation qui ont pu être mises en place, alors notamment lors du dernier festival d'Avignon et au travers d'un certain nombre de recrutements, d'un certain nombre de mises en relation, 6 recrutements ont pu avoir lieu au travers des mises en relation de la mission handicap. On a accompagné aussi un certain nombre de sociétés de production sur des recrutements, soit sur des postes de permanents. Il y a quand même 2 CDI qui ont pu être mis en place au travers de nos mises en relation, et également sur des postes plus ponctuels pour des artistes et techniciens intermittents du spectacle. On peut vous accompagner aussi sur tout ce qui est conseil sur le maintien dans l'emploi et sur l'identification aussi des besoins en termes de compensation du handicap, en lien avec un réseau de partenaires dont je vais vous parler juste ensuite. Et dans le cadre de la mission handicap également, on a un partenariat avec le réseau GESAT pour vous accompagner sur tout ce qui est recours à la sous-traitance auprès du secteur protégé adapté, et notamment au travers de l'accès d'une base de données, je pense que Fabrice vous en parlera mieux que moi, qui en fait identifie l'ensemble des entreprises adaptées et des ESAT au niveau national, avec un moteur de recherche assez précis qui vous permet d'identifier un certain nombre de prestataires en fonction du lieu géographique, du type de prestation recherchée. Une question, Sarah. Oui. Faire appel à la mission handicap, cela génère une dépense? Comment ça se passe? Non, c'est ce que j'ai indiqué au début. La mission handicap est préfinancée par Audience et l'AGFIP. Du coup, toutes vos questions, tous nos accompagnements autour de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés sont pris en charge. Dans nos secteurs. Dans nos secteurs. Les secteurs couverts par le champ de la mission handicap. Et on peut vous accompagner sur tout ce qui est conseil sur l'accessibilité. Ça, Pascal, je te laisse la main sur ces questions.
C'est toi qui es Merci, plus en merci. charge de… Effectivement, j'accompagne toutes les questions qui sont posées sur le sujet de l'accessibilité parce que, bien évidemment, que ce soit sur la communication, que sur l'accueil ou l'accès aux œuvres, les lieux de culture, les entreprises de culture, les employeurs sont à même aussi de se poser des questions, à savoir diffuser une information sur son site internet de recherche de stagiaires ou d'offres d'emploi. Si le site internet n'est pas accessible, les stagiaires, les demandeurs d'emploi ne pourront pas y accéder. Donc, toutes les questions liées à l'accessibilité, je suis à l'écoute et à disposition, que ce soit pour rendre un programme audiovisuel ou cinématographique, une production cinématographique accessible, mais aussi du côté de l'accueil des publics, mais aussi du côté du plateau ou en tout cas derrière le décor pour accueillir les professionnels. Avez-vous des questions sur cet axe destiné aux entreprises? Je vais ensuite présenter l'axe destiné aux salariés. Pas de questions. On a eu un pouce levé, c'est pas mal. Donc, le deuxième grand axe de la mission handicap est destiné en fait aux salariés. Alors ça, je voulais indiquer, quel que soit le statut, on accompagne des étudiants, on accompagne des demandeurs d'emploi, des artistes et techniciens intermittents du spectacle, des salariés permanents, à partir du moment où la question de santé a des répercussions au niveau de l'activité professionnelle, de l'accès ou du maintien dans l'emploi. Contrairement à d'autres structures, par exemple, peut-être que vous avez entendu parler des SAMED Cap Emploi, qui, eux, accompagnent uniquement les demandeurs d'emploi ou les salariés qui ont déjà une reconnaissance administrative de leur situation de santé. Quand on parle d'une reconnaissance administrative, c'est majoritairement donc, le statut de travailleur handicapé. Nous, on accompagne, on parle vraiment d'une prise en charge à 360 degrés parce que concrètement, on accompagne déjà sur l'obtention de ce fameux statut qui n'est pas simple en fait. On accompagne majoritairement des artistes et techniciens du spectacle. En général, on constate que les artistes et techniciens du spectacle ne rentrent dans aucune case. Donc, pour mettre en place ce dossier, il y avait quand même des difficultés. Donc, concrètement, on informe sur la mobilisation des droits. 2, on accompagne concrètement sur l'obtention de certains droits liés à la situation de santé, donc auprès de la MDPH. Donc, la MDPH, qui est la Maison départementale des personnes handicapées, qui est en fait la structure qui accorde ce statut, qui accorde aussi d'autres choses, par exemple l'allocation adulte handicapé pour les professionnels ou les demandeurs d'emploi qui, du fait de leur situation de santé, en incapacité, ça peut être du temporaire, d'exercer leur activité professionnelle. Donc, il y a cette allocation qui peut être versée. On accompagne, on informe aussi sur les pensions d'invalidité qui sont à mobiliser auprès de la sécurité sociale. On travaille bien sûr en lien avec notre service d'action sociale à audience. Ça, je ne sais pas si vous le savez, mais en cas de difficultés financières qui en général peuvent survenir à la suite d'un accident de vie, dont une problématique de santé, et la possibilité pour les professionnels qui ont déjà cotisé à audience, au niveau, donc qui ont déjà travaillé, de mobiliser, de constituer ce qu'on appelle des demandes d'intervention sociale, qui sont en fait des demandes d'aide financière exceptionnelles. En cas de retard de charge, de découvert bancaire. Donc, il y a une étude globale de la situation qui est faite et en fonction des besoins, des aides financières peuvent être attribuées. Et au niveau de l'action sociale, on peut aussi intervenir sur tout ce qui est aide technique, aide financière qui viendrait en termes de compensation du handicap. Ce qui est important de savoir, c'est qu'au niveau de l'action sociale à audience, on intervient toujours en complément des dispositifs de droit commun. Là, par exemple, récemment, on a accompagné un technicien chargé de diffusion qui avait des difficultés visuelles. Du fait de ces difficultés visuelles, qui avait une mauvaise position en fait face à son écran de travail. Donc, il y a un ergonome de la médecine du travail qui est venu à son domicile, qui a fait une étude de poste. Il y a un devis qui a été fait assez élevé pour l'achat de matériel. Il y avait un fauteuil adapté, il y avait voilà, des logiciels, etc. adaptés. Donc, la demande a été présentée auprès de la GFIP qui a intervenu. Il y avait un reste à charge assez important qui déstabilisait du coup la situation, le budget de ce professionnel-là. Et du coup, on a intervenu en complément
auprès du service d'action sociale. Donc, tout ce qu'on propose, c'est au niveau financier, c'est en complément des dispositifs de droit commun. Pareil, un artiste et technicien intermittent qui aurait perdu son régime d'indemnisation, on va déjà l'orienter vers une demande de RSA pour voir s'il est éligible et s'il y a encore des difficultés financières, on interviendra dans un second temps. Donc, le but de cet accompagnement, c'est vraiment de sécuriser la situation sociale, financière, administrative, médicale. Alors, quand je parle de médical, en fait, on est en lien, on vous a indiqué en fin de slide là, qu'on travaille pas seul, en fait, on travaille en lien avec un réseau de partenaires, dont la médecine du travail, donc ex-CMB Santé au Travail, qui s'appelle maintenant Tali Santé, qui est en fait la médecine du travail spécifique pour les artistes et techniciens intermittents du spectacle. Et en fait, au sein de Tali Santé, il existe, ça, c'est une plateforme qui est peu connue, enfin pas suffisamment connue, je trouve, par rapport au travail qu'ils font, qui est en fait une plateforme de prévention de la désinsertion professionnelle qui accompagne à la fois les artistes et techniciens intermittents, mais également certains permanents, et qui est composée en fait d'un médecin du travail, d'une psychologue ergonome, donc c'est la psychologue ergonome qui peut faire en fait des études de poste, et d'une assistante sociale. Du coup, quand nous, au niveau de nos accompagnements qu'on propose, on a un doute sur les capacités physiques ou psychiques du professionnel à continuer son métier, on peut orienter vers cette plateforme au travers, de l'avis du médecin du travail. Et c'est ensuite, si le médecin du travail juge qu'il a besoin d'une étude de poste, il va orienter vers la psychologue ergonome. Et en cas de difficulté financière, on peut aussi orienter vers l'assistante sociale du CMB. C'est vraiment un accompagnement qui se fait en lien avec tout ce réseau de partenaires. On travaille bien sûr en lien avec Cap Emploi, Pôle Emploi. En fait, on constate que pour beaucoup de professionnels de nos secteurs, à partir du moment où il y a une difficulté de santé, la question du projet professionnel se pose assez rapidement. Donc, une fois qu'on a sécurisé la situation financière, sociale, administrative, ça, c'est vraiment la première étape. La seconde étape de nos accompagnements, alors ça, je ne vais pas préciser, c'est des accompagnements en individuel. C'est des entretiens individuels qui s'étalent, qui sont assez étalés dans le temps. On va, il y a tout un travail d'accompagnement du professionnel pour réfléchir à l'évolution ou à la mise en place d'un projet qui soit plus en adéquation avec sa situation de santé. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés de santé qu'il faut forcément envisager un projet de reconversion totale, mais cette question doit quand même être posée. Et c'est dans le cadre de cette reconversion qu'on peut aussi justement identifier des besoins en termes de compensation du handicap. Et peut-être qu'une fois qu'on a mis en place de la compensation du handicap, il n'y a pas forcément besoin de se reconvertir. Donc, Cap Emploi, Pôle Emploi propose des… Alors, Cap Emploi, c'est pour les professionnels, ça je vous l'ai déjà dit, qui ont déjà en fait le statut de travailleur handicapé ou une pension d'invalidité. Donc, Cap Emploi propose des prestations d'accompagnement en fait qui sont financées par l'AGFIP. Pôle Emploi aussi, alors Pôle Emploi, c'est plus des prestations qui vont être, je parle de Pôle Emploi Spectacle, qui vont plutôt être spécialisées dans le secteur. On propose aussi des prestations d'accompagnement. Et on propose aussi au sein du service d'action sociale ce qu'on appelle des séminaires d'aide au retour à l'emploi qui sont financés en fait par les fonds sociaux d'audience. Du coup, le professionnel n'a pas besoin de faire appel à ses droits au titre de la formation, au titre de son compte personnel de formation. La condition, il faut qu'on soit sa caisse de retraite principale. Donc ça, il nous contacte et mes collègues vérifient. Ce séminaire, en fait, alors depuis la crise sanitaire, on le propose à distance. Et donc là, on a repris les séminaires en présentiel. Donc, c'est soit en présentiel, soit en distanciel. C'est 8 jours d'accompagnement sur un mois. Le but est vraiment d'identifier un projet en adéquation avec la situation de santé. Merci, Sarah. Merci. Et je finis juste par… Je suis peut-être trop… Non, je time. Je m'en tiens à mon timing. Et un axe important de la mission handicap, alors oui, on ne vous a pas aussi… je ne vous ai pas indiqué, donc le lien avec ce réseau de partenaires, en fait, il est quand même formalisé. On a créé en fait une plateforme d'accueil, d'information et d'orientation qui regroupe en gros les acteurs qui vous sont cités là, parce qu'on se rendait compte que pour nos professionnels, il existait des dispositifs spécifiques sur la question de la santé, des structures spécialisées sur la question de la culture et de l'accompagnement, mais il n'y avait pas de lien entre ces différentes structures. Donc, on a mis en place cette plateforme. Et
mis après je m'arrête. On a en fait ce qui est l'axe important aussi, c'est tout ce qui est mise en relation. Je vous en ai parlé quand je vous ai parlé de l'axe destiné aux entreprises. Mais voilà, on a la possibilité, si vous avez des recherches de recrutement spécifiques, notamment pour des artistes et techniciens du spectacle, on a une petite CV Tech qui regroupe un certain nombre de professionnels. Donc, on peut vous accompagner également sur ces questions-là. Merci Sarah, et je rappelle un événement qui se tient ce 1er avril à la Fabrica, qui sera l'occasion également de rencontrer un représentant, Fabrice en l'occurrence, du réseau GESAT qui, sur la région PACA, abordera le sujet beaucoup plus territorialisé. Avez-vous des questions ? On est quand même incroyable, on a tout bien dit. Merci Sarah. De toutes les façons, si des questions vous viennent au gré des différentes interventions, n'hésitez pas à les poser, même s'il vous semble qu'on se soit éloigné du sujet qui vous questionne. Fabrice Loire, c'est à vous pour nous présenter le réseau GESAT. Bonjour, merci Pascal. Alors, je partage mon écran. Hop. Est-ce que c'est bon chez vous? Tout est bon. C'est bon. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. J'avais un peu enroué là, c'est bon. Je suis Fabrice Loire, je suis responsable du pôle partenariat au réseau GESAT. Je vous expliquer un petit peu qui on est et dans quel cadre on intervient pour la mission handicap de la production du spectacle vivant et enregistré. Pardon. Le réseau GESAT est une association. On est la tête de réseau de tous les prestataires ESAT et entreprises adaptées. Il y en a 2250 en France, je vais revenir dessus. Et on travaille au quotidien avec la mission handicap, mais aussi un peu plus de 130 entreprises privées et organisations publiques à développer ce qu'on appelle les achats responsables et inclusifs, c'est-à-dire développer le recours à ces prestataires qui font travailler des personnes handicapées. Voilà un petit peu le panorama aujourd'hui, et on fournit tous les adhérents de la mission handicap un accès à nos outils digitaux. On pourra prendre le temps un peu plus tard, ce n'est pas l'objet dans la réunion, mais c'est assez simple. Une fois que je vous crée les identifiants, vous pourrez très simplement identifier un prestataire par rapport à un périmètre d'activité, déposer des projets du type demande de devis pour solliciter ces prestataires via notre plateforme. Et puis derrière, il y a aussi un accompagnement humain. Si vous avez des projets à nous soumettre qui vous questionnent en amont, ou que vous avez déjà, sur lesquels vous avez déjà bien avancé, on est là pour vous accompagner à les développer et à aller trouver au mieux ces prestataires. Donc, vous pouvez le faire en toute autonomie ou passer directement par moi-même et en sollicitant bien sûr Pascal et Sarah au niveau de la mission handicap. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à me demander, à me poser des questions, me demander des précisions. Alors, attendez, j'ai mis deux écrans. Ne vous inquiétez pas si je baisse la tête. C'est que j'ai l'écran en face des yeux. Je ne reviens pas là-dessus, mais le réseau GESAT, on a plusieurs missions, et ça c'est important aussi de le préciser, c'est que moi-même, je gère la partie entreprise partenariat, les 130 entreprises dont je vous ai parlé, mais mes collègues œuvrent au développement de l'offre de ces prestataires. Donc on travaille à deux niveaux et à faire que l'offre et la rencontre se développent au maximum. Ici, un slide de rappel. Ce que je vous ai dit sur le premier axe, c'est qu'on vous fournit un accès à notre plateforme. Vous pourrez trouver, identifier les prestataires qui vous conviennent. Deuxième axe, je vous l'ai décrit également, on vous propose un accompagnement personnalisé par projet. Et le troisième aspect, c'est l'aspect formation, sensibilisation. On est organisme de formation, ça peut être intéressant pour vous et vos équipes. On a 3 typologies de formation inter-entreprises qu'on anime à destination d'un public plus RH, de manière large sur un angle RSE et d'autres sur un public d'acheteurs. Ça peut être pris en charge dans le cadre de vos budgets formation, de votre plan de formation. Et dans le cadre du partenariat qu'on a avec Audience, on vous propose bien sûr les prix préférentiels. Et en parallèle de ça, on peut intervenir aussi en interne chez vous sur de l'intra. On peut personnaliser nos actions, comme on le fait aujourd'hui sur ce format de webinaire. On peut faire aussi des actions de ce type-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça reste sur cet ordre-là. Aujourd'hui, c'est l'objet aussi de notre réunion, c'est de vous donner des pistes, de vous aider à comprendre le secteur. On n'est pas très nombreux et
voilà, on vous a posé plutôt des questions pour l'instant en aval, mais avant d'aller dans le détail, pour ne pas m'attarder plus spécifiquement sous tel ou tel item, je vous propose un rapide tour de micro pour savoir si vous connaissez les ESAT et les entreprises adaptées, si vous travaillez déjà avec eux. Si vous ne connaissez pas, est-ce que comme ça, de but en blanc, il y a des types de prestations que vous aimeriez développer? Je prends dans l'ordre, je suis désolé pour ceux qui mettent les caméras, ils sont toujours privilégiés. Ségolène Dupont, est-ce que vous connaissez les ATEA? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous avez déjà fait des prestations avec eux? Je vois ce que ça recouvre. J'ai déjà travaillé avec eux, mais de façon assez mineure, étant donné que j'ai toujours travaillé dans des structures très réduites. Oui. Donc, voilà, donc c'était souvent pour des achats administratifs. Très bien. Ouais, donc il y a déjà une base. Merci. Vous êtes deux, j'ai peur d'écorcher votre nom. C'est, je pense, Madame. Il y a un J. Rouel, c'est ce que j'ai bien prononcé votre nom déjà. Oui, c'est très bien. Oui. C'est un bon point. Est-ce que vous connaissez un petit peu le secteur? Est-ce que vous avez déjà fait appel à ces prestataires? Alors, je connais un tout petit peu, mais vraiment à minima. Ça nous est arrivé, mais très ponctuellement, et c'était pour des achats de fournitures administratives. Mais c'était Également, oui. Ouais, D'accord. également, ouais. Mais voilà, je connais assez mal en fait. Très bien. Merci, merci. Puis on va en parler tout à l'heure. Je vous présente pas le panorama de prestations. Jérôme Courroucé, bonjour. Bonjour, moi je connais bien le secteur, je suis moniteur d'atelier en ESAT depuis plus de 20 ans. Ah pardon, ouais. J'avais pas de détails. Il n'y a pas de problème, non, je vous en prie. Voilà, donc je suis de l'autre côté de la barrière. De la barrière. Voilà. Merci. Toutes mes excuses, Jérôme. Du coup, non, mais il n'y a aucun souci, je suis arrivé en retard, je m'excuse d'ailleurs, donc voilà, pas de souci. Alors, pareil, reprenez-moi si je me trompe, Pascal ou Sarah. J'ai dans la liste des présents, j'ai Jade Robin. Je ne sais pas si vous avez un micro. Bonjour. C'est ça. Moi, je travaille avec Ségolène Dupont, donc dans une petite structure. Mais auparavant, pareil, j'ai déjà travaillé avec des ESAT dans le cadre d'achats, donc de manière assez ponctuelle. D'accord. Merci. À tout à l'heure. Et Sarah Russiac, de souvenir, je crois que vous étiez à la Villette, c'est ça? Je ne sais pas si vous avez un micro. Pas, n'hésitez pas. Eh ben, on reprendra après. Et, j'en profite pour saluer Thierry Jopek qui vient de nous rejoindre. Donc, je vous propose de continuer si ça vous convient. Je vais vous partager, alors attendez un petit instant, une vidéo. Donc, j'ouvre juste la vidéo et je vous la partage. C'est une vidéo qui est à votre disposition, à la disposition également de la mission handicap. Vous pouvez réutiliser après en interne. Elle est disponible sur YouTube. Elle a été réalisée en interne par une apprentie qui travaille au Gobelin. Je pense que peut-être dans votre domaine, vous devez connaître. Et par ma collègue qui est responsable de la communication. On est très fiers de cette vidéo. J'espère qu'elle va vous parler. C'est une vidéo qui reprend et qui vous explique ce qu'est un ESAT ou une entreprise adaptée. Alors, j'ai un plantage. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, très bien. On m'entend, mais j'ai pas de deuxième écran. Attendez, je m'excuse de ça. À défaut, mettre le lien dans le chat et comme ça les personnes. Non, ça va marcher, je suis confiant, Pascal. Je suis très confiant. Je suis zen face aux bugs. Voilà, là vous avez l'écran, je pense. Oui, c'est bon. Voilà. Est-ce qu'on a bien le son? Qu'est-ce qu'un ESAT et une entreprise adaptée? Au quotidien, 150 000 personnes en situation de handicap exercent leur métier au sein des 2250 ESAT, établissements et services d'accompagnement par le travail, et EA, entreprises adaptées. Avec une vocation à la fois sociale et économique, les ESAT-EA sont des lieux d'accueil et de transition en faveur des travailleurs handicapés. Ils permettent à chacun d'exercer une activité professionnelle en bénéficiant de conditions de travail appropriées, d'un accompagnement favorisant le développement de leur autonomie et de leurs compétences, et de mobilité vers le milieu ordinaire le cas échéant. Les prestataires ESAT-EA sont positionnés dans plus de 200 filières métiers.
Agile et innovant, il se lance chaque année dans de nouvelles activités pour répondre aux attentes et évolutions du marché. Les relations entre les ESATEA et leurs clients privés et publics peuvent prendre différentes formes. Sous-traitance, co-traitance, prestation de services sur site, mise à disposition de personnel, travail temporaire. Pourquoi recourir à ces prestataires ? Si recourir aux prestataires ESATEA concourt à réduire la contribution versée au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, cela vous donne avant tout accès à une offre de qualité. À ce titre, 7 clients sur 10 jugent la qualité des produits et services supérieure à celle de prestataires classiques. Fort d'une implantation qui couvre l'ensemble du territoire, les prestataires ESATEA constituent un véritable maillage national qui vous permet de bénéficier d'une offre locale et diversifiée. En collaborant avec eux, vous vous inscrivez dans une démarche globale de responsabilité sociétale des entreprises. Vous participez à l'insertion de travailleurs handicapés éloignés de l'emploi, mais aussi au développement de l'économie locale et à la réduction de votre impact environnemental. En somme, faire appel à ces prestataires inclusifs et responsables, c'est accéder à une offre large qui conjugue des avantages économiques, sociaux et environnementaux. Préparez l'avenir en bâtissant des partenariats durables et responsables dès à présent. Rendez-vous sur réseau-gsat.com. Alors, je vais repartager la présentation. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis ça nous parle, nous, dans le secteur de l'audiovisuel, les films d'animation, évidemment, ça nous parle. Fait maison. Voilà. Alors, fenêtre. Est-ce que vous avez mon écran? Est-ce que je peux reprendre? Absolument. Allez, on est parti. Ce que vous avez pu voir et ce qu'il faut retenir attendez, j'ai plus vos caméras. Voilà, je vous vois. Ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, ça change énormément, que ce soit vous, client, ou côté prestataire. La vision purement handicap du recours à ces prestataires. J'entendais aussi dans le tour d'e-micro, ça m'a intéressé, parler d'achat de fournitures administratives. Ce type d'action, aujourd'hui, entre guillemets, n'a plus lieu d'être, selon nous. Le positionnement de ces prestataires, on le souhaite, en tout cas concernant le réseau GESAT, comme un achat, entre guillemets, normal. Vous achetez au sein de TPE ou de PME, c'est des petites structures, ce pas des ETI ou des grands comptes. Donc c'est la même logique que vous pouvez avoir avec des prestataires que vous avez dans votre tissu local, vous-même, certains des présents aujourd'hui, vous l'avez précisé, par exemple, Ségolène, vous êtes dans une petite structure. L'angle RSE, il est super important et l'achat local est très très important dedans. Bien sûr, vous faites travailler des personnes éloignées de l'emploi, qui sont en situation de handicap, c'est très important aussi. Mais le premier argument, selon moi, c'est qu'on fait appel à une entreprise qui répond à un service et qui est dans votre tissu local, et vous participez aussi à la dynamique locale d'activité. On a une réflexion avec Pascal et plus globalement la mission handicap sur Avignon, par exemple, mais il y a d'autres réflexions qui vont avoir lieu. La deuxième chose importante à retenir de ce slide et puis de la vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de prestataires, il y en a 2250, il y en a partout. Il y a beaucoup d'activités qui sont représentées, il y en a 200. On a deux types de prestataires qui existent et qui font travailler des personnes en situation de handicap. Vous avez l'ESAT, qui est une structure associative à vocation médico-sociale. Et en face, vous avez également les entreprises adaptées qui sont, comme vous, des entreprises à part entière et qui font travailler au moins la moitié de son effectif avec des personnes en situation de handicap. Ces deux prestataires-là vous proposent les mêmes prestations, voilà, c'est le même niveau de service. C'est juste la distinction un petit peu dans son mode opératoire et dans l'accompagnement médico-social qui peut varier avec certains publics un peu différents, mais c'est la même finalité. Donc, je préfère parler globalement des prestataires ESATEA sans faire de distinction, puis vous allez avoir après une richesse énorme de prestations possibles. Je vous ai mis quelques chiffres clés, je vous l'ai déjà abordé en préambule. Deux autres chiffres clés, c'est 2 milliards de chiffre d'affaires, c'est important, c'est un secteur qui a vraiment un poids conséquent dans l'économie, et surtout, ça fait travailler 150 000 personnes derrière. Il y a beaucoup de personnes en situation de handicap, bien sûr, qui travaillent en entreprise, mais il y en a certaines qui ont besoin aussi de ces structures
pour travailler, pour être accompagné correctement, pour s'épanouir professionnellement. Voilà, il y a plusieurs degrés de handicap possibles, de projets professionnels possibles. Il y en a qui souhaitent aller vers le secteur classique, il y en a qui souhaitent rester chez ces prestataires. Dans tous les cas de figure, c'est très important que ces prestataires existent pour permettre l'épanouissement professionnel de ces professionnels en situation de handicap. Et nous allons voir justement aujourd'hui, tout de suite après ton intervention, Fabrice, 2 propositions qui sont vraiment dédiées à nos environnements. Exactement. Le profil type de client, vous le voyez sur le slide, c'est majoritairement des clients de secteur privé. C'est les PME, la plus grosse partie des clients de ces prestataires, et ils sont en région. C'est pour ça que je vous parle aussi d'achat local. C'est quelque chose qui est fort. On a mené un observatoire, c'est des chiffres que je vous donne là, qui est aussi à votre disposition après si vous souhaitez le communiquer. On a mené une enquête nationale, autant côté prestataire que côté client. Ça progresse fortement depuis les 5 dernières années. Là, on a les chiffres sur 2 ans, mais c'est encore plus fort sur 5 ans. Et puis, il y a aussi le fait que les entreprises privilégient davantage qu'avant le recours à ces achats. Sur ce slide-là, ce qui est important aussi de retenir, c'est que la moitié aujourd'hui des entreprises et puis des organismes publics, hein, on a aussi le ministère de la Culture qui est présent, par exemple, ou la Villette, hein, dans ces exemples-là, souhaitent faire travailler davantage les ESAT et les entreprises adaptées. Les objectifs derrière ça, c'est majoritairement aller vers du Made in France, encore une fois, je reviens là-dessus, et répondre aussi, alors c'est ce qu'a pu présenter Sarah Musky en préambule, à l'OETH, c'est un super acronyme comme on aime sortir dans le secteur du handicap, c'est l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, tout simplement, c'est votre obligation d'embauche des personnes en situation de handicap. Autre info importante, c'est l'angle RSE. Je préfère insister là-dessus. Le triptyque RSE, pour certains, vous devez connaître, hein, c'est le local, l'environnemental, le sociétal. Quand vous avez recours aux ESAT et aux entreprises adaptées, vous répondez à ces 3 paramètres. Forcément, le sociétal, on ne va pas y revenir. Le local, parce que vous avez des prestataires partout. Et, pardon, je me suis trompé tout à l'heure, l'angle économique, il est important, c'est dans le développement du tissu local, le tissu économique local. Plus on fait travailler les prestataires proches, plus vous développez cette dynamique locale, y compris pour vous-même. Et ça, c'est important de garder cette logique pour vous, et aussi pour vos clients, ou pour vos bénéficiaires si vous êtes organisme public. Maintenant, on a fait un tour de table tout à l'heure, un tour des micros plutôt, des prestations possibles. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, il y a 200 activités qui sont représentées. Il y a des activités qui existent. Il y a des prestataires qui proposent des activités que vous voyez dans le scope du slide présenté. Mais il faut aussi aborder l'adaptation des prestataires ou vous, clients. C'est-à-dire qu'il y a des prestations qui ne sont pas sur catalogue, qui peuvent se créer. Et ça, c'est un point important qu'on aborde avec Pascal sur vos métiers qui sont assez différents de ce qu'on peut avoir dans d'autres secteurs. Et donc, l'idée aussi de ce webinaire, c'est de un peu sortir des idées préconçues, que ce soit côté prestataire ou côté client. Vous avez un tournage, il y a besoin d'une partie traiteur. Il faut questionner ces prestataires. Est-ce qu'ils peuvent travailler le week-end ou pas? Ce n'est pas forcément le cas, mais ça peut être cette réflexion. Il y a besoin de tout ce qu'on appelle de fonctions support ou de back-office autour d'activités que vous allez mener en amont, en aval de vos produits ou de vos services. Il faut nous questionner. Vous avez des besoins en numérisation, même sur votre cœur de métier, vous pouvez avoir des besoins. Ça peut être l'IT, ça peut être toutes les pressions de numérisation. Il y a énormément de panels. Vous le voyez ici, c'est extrêmement varié. Pascal, je t'en prie. Oui, est-ce que, puisque aujourd'hui on est très investi, et dans l'audiovisuel par exemple, sur l'éco-responsabilité, est-ce que c'est un secteur qui lui aussi prend ce chemin-là, à qui on peut demander des prestations Alors, dans quel cet secteur, esprit-là? excuse-moi Pascal? Oh, bah, le secteur protégé et adapté, on va dire par exemple sur le secteur de la restauration, sur le secteur de fourniture. Est-ce qu'il y a là aussi une démarche comme dans tous les autres secteurs de prestataires? Alors, est-ce qu'il y a, tu veux dire le panel, est-ce qu'il y a une présence, c'est ça? Mmh. Oui, alors j'ai des slides un peu plus décrits après, mais autant le faire oralement, c'est quand même plus intéressant. La restauration a énormément pâti déjà de la crise sanitaire, comme
toutes les autres entreprises, hein, vous en doutez, sur la restauration, je pense surtout aux traiteurs, c'était très compliqué. C'est intéressant, on a de la restauration collective. Aujourd'hui, il y a des ESAT et des entreprises adaptées qui travaillent aussi avec les gros du secteur, qui fournissent les entreprises. On a du portage de repas, on a du plateau repas, pareil, qui a énormément souffert, et l'activité traiteur est très présente. Donc, dans certains cas, il y a une notion de proximité géographique qui est importante. Là, je parle au niveau fonctionnel et opérationnel. On regarde par exemple sur Avignon, c'est un peu plus compliqué sur Avignon d'aller sur des prestations traiteurs. On est en train de solliciter les prestataires là-dessus. Je vous donne un exemple concret. Sur d'autres villes, parfois, vous pouvez avoir 3 traiteurs qui sont présents. Donc, c'est là où nous, on joue notre rôle réseau GESAT, c'est de nous interroger là-dessus. La difficulté que vous pouvez rencontrer, c'est des horaires étendus que vous pouvez rencontrer. Donc là-dessus, ça vaut le coup de nous solliciter. Après, sur de la fourniture, attention, donc Pascal, tu as posé la question là-dessus. Je vous mets en garde sur ce qu'on appelle les fournitures de bureau. C'est quelque chose que je ne souhaite pas valoriser en tant que tête de réseau. Pour plusieurs aspects, c'est qu'il n'y a pas de valeur ajoutée pour les travailleurs handicapés, il n'y a pas de valeur ajoutée pour le client, parce que c'est du reconditionnement finalement de ramettes de papier ou d'autres fournitures de bureau. Il y a quelques prestataires qui apportent une valeur ajoutée dans la fabrication, dans une démarche interne. Mais majoritairement, c'est un sujet qui est problématique parce que c'est une extrême minorité des prestataires qui proposent ces prestations-là et qui, pour certains, font appel à des sociétés de démarchage commercial avec un discours extrêmement larmoyant qui ne correspond pas à ce qu'on souhaite valoriser aujourd'hui. Ce qu'on souhaite valoriser, c'est l'achat d'une prestation ou de biens qui répondent à un besoin. Dernière précision sur ce slide-là, vous voyez, le panorama est large. On va, par exemple, de prestations de services administratifs, de prestations IT assez poussées, à de la production industrielle, à de l'artisanat aussi, avec des prestataires qui sont sur de la menuiserie, sur ces choses-là. On a de la production alimentaire, c'est vraiment extrêmement varié. Deuxième paramètre, c'est que si vous travaillez déjà avec un ESAT ou une entreprise adaptée, on est face à des couteaux suisses. Et ça, c'est un peu atypique pour des PME, c'est des prestataires qui vont proposer un scope d'activité varié, qui ont une capacité d'adaptation. C'est des prestataires parfois qui ont 40 ans d'existence. Et donc, que ça ne vous étonne pas, et c'est normal, c'est dans la philosophie de ces prestataires de se renouveler continuellement. Vous allez avoir des prestations d'espaces verts accompagnées de prestations administratives et de traiteurs, ce qui est complètement complémentaire en interne et normal. Ça permet aussi aux travailleurs handicapés de changer parfois de métier, d'évoluer professionnellement. Et derrière, les équipes opérationnelles sont habituées et sont formées sur ces différents métiers. Ici, ça, je vous laisserai dans la présentation, c'est pour vous présenter l'évolution du secteur, l'attractivité du secteur. Plus des prestations montent dans ce graphique, plus il y a un poids conséquent. Par exemple, le conditionnement ou les espaces verts sont très présents chez ces prestataires, et plus de la moitié des prestataires qui les proposent. Et puis, plus vous allez vers la droite, plus il y a du dynamisme. Pardon, j'ai inversé, excusez-moi. Plus vous montez, plus il y a du dynamisme, et plus vous allez à droite, plus il y a de la présence au sein du secteur. Donc, il y a beaucoup de prestations aujourd'hui qui sont en devenir, la com, justement la production audiovisuelle, les services IT, etc. Ces secteurs-là sont en plein dynamisme. Et ensuite, je ne voudrais pas vous atomiser avec l'infodescendance, c'est plus un support que j'ai souhaité garder dans ce support de présentation qui vous sera fourni par la mission handicap tout à l'heure. Mais pour vous dire que, et vous donner des ordres de grandeur, si je prends par exemple les prestations administratives, c'est un tiers des prestataires, il y en a 700 qui sont sur ce domaine-là. Ça va des services RH à de la gestion comptable, à la gestion sur un événement, par exemple, avec le rappel, le phoning, l'envoi d'invitation. Enfin, il y a plusieurs choses possibles. Les services généraux, pareil, à la même ordre de grandeur de prestataires. Vous pouvez faire appel à des prestataires sur la maintenance en interne, sur la gestion de votre courrier. Vous pouvez externaliser. Et surtout, c'est ça aussi qui est intéressant, il y a à peu près un salarié ou travailleur handicapé sur 5 qui est en détachement en entreprise aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement courant chez ces prestataires. Vous pouvez faire appel à quelqu'un qui va travailler dans vos locaux. Je suis super fier d'avoir fait de la réalité virtuelle avec une agence de com et d'avoir ma photo dans vos propres slides. Donc, on avait fait cet exemple-là. Vous voyez, là, on a des exemples
de prestations innovantes. On va le voir aussi tout à l'heure avec la manufacture digitale sur ces aspects-là, le télémarketing. Nous-mêmes, Réseau GESAT, pour enrichir notre base de données, on réalise des grosses campagnes de télémarketing chaque année et on appelle les prestataires pour enrichir notre base. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, Fabrice, je rebondis, je me glisse Alors, là, oui, est-ce qu'on pourrait imaginer une plateforme de réservation téléphonique de billetterie? Oui, ça se fait pour la SNCF, par exemple. Il y a D'accord. des cas comme ça. Il y a aussi, d'ailleurs, dans les prestats administratifs, j'ai l'exemple avec GESForm, qui est une entreprise adaptée qui gère la carte famille nombreuse. Toutes les inscriptions sont gérées par une entreprise adaptée. Donc, ils font de l'entrant et du sortant. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a des grosses structures qui font du phoning et ça les intéresse d'avoir des petites prestations cumulées. Vous n'êtes pas face à une entreprise à Madagascar ou en Inde, vous serez petit pour eux. Voilà, il y a une approche beaucoup plus personnalisée avec du local. C'est des choses aussi après à valoriser vous commercialement, que l'appel il n'est pas passé au Maroc, à Madagascar ou en Inde. Et oui, ça se fait beaucoup, Pascal. Très bien. C'est à mettre en avant pour peut-être des entreprises qui accueillent du public sur réservation ou des événements d'ailleurs. Ça peut être intéressant de valoriser ce pan-là. Sur un événement, le recyclage également, le matériel qui peut être utilisé, votre propre matériel, la réutilisation, l'achat aussi de matériel reconditionné par des ESAT, des entreprises adaptées, et puis il y a aussi des prestataires dans l'insertion. D'ailleurs, il y a des projets un peu mixtes qui sont intéressants. Il y a beaucoup de choses qui sont réalisées aujourd'hui sur cette partie environnementale qui sont hyper intéressantes. Et puis, j'ai des exemples aussi où, si vous n'avez pas la présence d'un prestataire à proximité, on a fait des groupements d'ESAT ou d'entreprises adaptées où un prestataire va récupérer votre matériel, le trier entre ce qui est reconditionnable, de ce qui est réutilisable, etc. Et puis va l'envoyer après sur des centres de tri bien optimisés, un peu regroupés régionalement. L'IT, c'est pareil, vous pouvez faire votre site internet, vous pouvez, je ne sais pas quel niveau de prestation IT, si vous êtes des petites structures ou des grandes, ça peut varier. Là, on est aussi face, comme certains de vous, à des TPE ou des PME. Hein. Ce n'est pas un Capgemini ou un Atos, par exemple, hein, qui a des milliers de consultants. Donc, c'est une approche qui est vraiment locale face à une petite entreprise qui n'a pas pléthore de consultants. Donc, vous allez avoir une approche qui est d'un côté qui est beaucoup plus personnalisée, mais de l'autre qui doit être anticipée chez vous. Hein. C'est pareil sur d'autres types de prestations. Est-ce que vous avez des questions déjà avant de clôturer sur des aspects réglementaires? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça vous a donné des pistes? N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions, s'il y a des sujets comme ça qui vous viennent à l'idée de On peut penser à des décors, on peut penser à des costumes. Alors, c'est marrant, les décors, excusez-moi, j'ai eu le cas de figure avec un Ikea. Oui. C'est pas votre domaine, mais vous êtes déjà allé dans un Ikea, il y a des décors. Et en fait, ils ne savaient pas qu'il y avait des ateliers de couture. Il y a Disneyland qui travaille avec un ESAT aussi à côté, par exemple. Voilà, je pense que c'est tout ce spectre auquel on ne pense pas, car l'image qu'on peut avoir du secteur protégé et adapté, qui évidemment est fausse, mais pendant longtemps, nous étions sur des choses consommables, mais pas forcément, comme on peut le penser, de la blanchisserie, du costume, de la réservation à distance téléphonique ou par Internet. Enfin, c'est important, je pense, de le rappeler ou en tout cas de le mettre en avant pour que chacun ait bien en tête qu'on peut tout demander au secteur protégé et adapté. Parce que ce qu'il ne propose pas, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas le proposer. Ça veut dire qu'il est peut-être en attente qu'il y ait une demande. Exactement, il y a une adaptation. Et puis vraiment, la notion de localité et d'approche personnalisée, en fait, c'est la même logique que le recours à des PME locales. Hein. C'est une culture d'entreprise qui est assez proche, en fait. Donc, parfois, j'ai des entreprises qu'on accompagne qui ont recours aux ESAT et aux entreprises adaptées, mais qui ont une culture d'entreprise qui est très orientée grand compte également dans leurs achats. Et ça change de travailler. Moi-même, avant de travailler dans le handicap, j'étais responsable commercial de PME. Et c'est assez proche finalement. Et j'ai travaillé aussi en entreprise adaptée. C'est assez proche. Ces milieux-là sont quand même assez proches. Et c'est la notion aussi qu'il faut avoir quand on les aborde. Il y a des avantages et des inconvénients à travailler avec des PME. Selon moi, il y a plus d'avantages que d'inconvénients, mais après, voilà, c'est une habitude à prendre.
Dernière chose, oui Pascal? Non, 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 j'allais dire justement, dernière chose. Dernière chose, je ne voudrais pas m'attarder pour pas aller trop dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est l'aspect fiscal. C'est pas l'argument majeur et c'est pas ça qu'il faut retenir, mais c'est quand même important que vous l'ayez en tête parce que il y a quand même un dispositif du législateur qui favorise fiscalement le recours aux ESAT et aux entreprises adaptées. Et ce calcul est simple, c'est que si vous répondez pas à votre obligation d'emploi, vous vous acquittez d'une contribution, hein. C'est une taxe, mais vous contribuez à financer des actions comme la mission handicap aujourd'hui, par exemple, et pas juste à payer une taxe qui va globalement dans les impôts groupés. C'est pour ça qu'on parle de contribuer. Donc, vous contribuez quand vous ne répondez pas à votre obligation d'emploi. Et pour faire baisser cette contribution, il y a plusieurs possibilités. La plus simple, c'est de recruter des personnes handicapées dans votre effectif, mais vous pouvez faire travailler indirectement des personnes handicapées, en situation de handicap, pardon, qui travaillent en ESAT et en entreprise adaptée. Ça, c'est valorisé en déduction du montant de votre contribution. Si vous avez 10 000 € de contribution, travailler avec des ESAT et des entreprises adaptées peut faire baisser ce montant de 10 000 €. Et comment on calcule ce montant? C'est facile. On prend 30% de ce qui vous a été facturé, mais on ne prend pas le montant total. L'assiette de calcul, c'est ce qu'on appelle la part de main-d'œuvre. Je vous donne un exemple qui soit très parlant. Vous faites travailler un traiteur. Le traiteur n'a pas de service de livraison. Il fait appel à une société qui va livrer le repas. Les frais de livraison ne seront pas calculés dans la déduction. Donc, vous allez déduire 30% du travail qui a été réellement effectué par le traiteur, et donc à savoir par les personnes en situation de handicap au sein de ce traiteur. Donc, sur une prestation, par exemple, de 1 200 € de traiteur, s'il y a 200 € de frais de livraison, il reste 1 000 € de prestations de ce traiteur entreprise adaptée ou ESAT, et ben vous pourrez déduire 300 € de ces 1 000 €. Une fois par an, vous faites votre déclaration et vous allez pouvoir récupérer ce montant. C'est important d'avoir cet aspect-là. Ça donne un avantage compétitif aux ESAT et aux entreprises adaptées, en plus de leur niveau de compétitivité actuel. Mais selon moi, voilà, je ne vais pas rentrer après dans les autres détails de plafonds, etc. C'est très rare en plus que les entreprises atteignent les plafonds sur ces cas-là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Puis après, si vous voulez aller plus dans le détail, je vous invite à nous solliciter et à voir comment ça fonctionne. Le deuxième slide reprend ce que je vous ai dit. Vous ne répondez pas à votre obligation. Vous avez une contribution. Si vous voulez la faire baisser, vous faites appel au prestataire et ça fait baisser votre contribution. Voilà, Je vais rebondir. Je vais clair pour rebondir, vous. Fabrice, sur ce que tu viens de dire. Je vais prendre un exemple très concret auquel on ne pense pas forcément, qui est que nous avons constaté que le Festival d'Avignon programmait, lors de son édition 2021, 2 productions portées par des entreprises du secteur protégé et adapté. C'est la volonté du festival chaque année de mettre en avant la diversité des créations artistiques. On ne peut que saluer cette démarche. Mais nous avons interpellé la GFIP en disant, il se trouve que ce même programmateur, cet organisateur de festival est aussi un employeur, assujetti à l'obligation d'emploi. Peut-on considérer que cette programmation qui passe par un achat de spectacle pourrait venir au bénéfice de sa contribution à GFIP? Et la GFIP a répondu favorablement. Donc, j'en informe chacun de vous pour dire combien le fait aussi de programmer, ce qui est une manière de contribuer au changement de regard du public, de contribuer au changement de regard des techniciens et des équipes qui travaillent autour de la valorisation d'un événement culturel ou d'un lieu de culture, mais aussi, tout naturellement, vous vous en doutez, permet également à ces travailleurs de développer leurs activités professionnelles et enfin à l'employeur de contribuer à son obligation d'emploi. Voilà, il y a plein d'endroits comme ça que nous découvrons progressivement dans nos secteurs d'activité, dans le champ culturel, que nous souhaitons à chaque fois partager avec vous, parce qu'il nous semble opportun que pour vous aussi, ce soit intéressant d'observer ce qu'il peut être fait, auquel on n'a pas vraiment l'habitude de recourir ou de penser. Avez-vous des questions? Je pense que j'ai été encore plus clair que Sarah. Du coup, il n'y a pas de questions. Très bien. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, je me réjouis maintenant de donner la parole au Cercle Carré. Sabrina Varnery, je vous confie le soin de vous présenter, de présenter le Cercle Carré, et ensuite je vous poserai quelques questions.
Parfait. Merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Et puis merci Pascal de nous avoir invités et puis à toute l'équipe de la mission handicap d'audience de nous avoir invités. Alors je dis nous parce que Jérôme est avec nous aussi, s'est présenté tout à l'heure. Il fait également partie de la compagnie Le Cercle Carré en tant que moniteur, mais aussi coordinateur de la compagnie. Et moi-même, donc Sabrina Varnery, j'ai la chance d'être responsable de la compagnie depuis maintenant 2 ans. Alors, le Cercle Carré, c'est avant tout une compagnie de théâtre. Donc, une compagnie de théâtre professionnelle avec une licence 2 et 3 d'entreprise, enfin, entrepreneur du spectacle. Donc, voilà, ça, j'ai pas besoin d'expliquer. Mais le Cercle Carré, c'est également un ESAT. Et là, c'est chouette parce que généralement, j'explique. Et là, grâce à Fabrice, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est qu'un ESAT. Et donc, on est un ESAT. Alors, on peut parler d'ESAT artistique et culturel, même si aujourd'hui, la compagnie ne propose... Enfin, le Cercle Carré, c'est une compagnie de théâtre et on n'a pas d'autres activités artistiques et culturelles pour l'instant au sein de notre ESAT. Cette compagnie, elle a été initiée, créée par une association de parents, de personnes en situation de handicap qui s'appelle l'ADAPI de Loire-Atlantique. Donc, vous l'aurez compris, nous sommes en Loire-Atlantique, nous sommes dans la région nantaise. Et cette association, aujourd'hui, elle accompagne près de 3000 personnes qui sont en situation de handicap. Alors, dû à ce qu'on appelle un trouble du neurodéveloppement. Alors, c'est un peu technique, mais il y a la déficience intellectuelle, voilà, dans ces troubles du neurodéveloppement, trisomie, mais pas que. Les troubles du spectre de l'autisme, donc les personnes autistes, et puis les dyslexies très sévères. Nous accompagnons également des personnes handicapées psychiques. On l'a vu tout à l'heure avec la loi de 2005. Effectivement, les troubles psychiques sont considérés comme un handicap que depuis 2005. Et puis des personnes polyhandicapées, avec un handicap cérébral, mais qui a aussi une conséquence sur les capacités motrices des personnes. Et donc, l'ADAPI de Loire-Atlantique a 12 ESAT sur le territoire, qui fait partie d'un mouvement que vous allez retrouver en Pays de la Loire et en Bretagne, qui s'appelle ESATCO, qui regroupe plusieurs dizaines d'ESAT, qui proposent des activités très diverses. Et voilà, vous l'avez entendu, c'est vrai que quand on parle ESAT, on entend souvent voilà, des fournitures de bureaux, les traiteurs, restauration, les espaces verts, la sous-traitance, mais on pense moins aux activités artistiques et culturelles. Et c'est ça que nous allons développer maintenant. C'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc, vous faites, à travers votre proposition donc, de la création, ce qui veut dire naturellement de la diffusion, sous-entendu, vous êtes à même de rejoindre une programmation d'un lieu culturel ou d'un événement culturel, puisque un festival est plus un événement. Vous avez beaucoup de créations, on pourrait dire, à votre catalogue? Alors, oui, alors on existe depuis 2015. La première création est née en 2016. Celle-ci n'est plus diffusée, elle s'appelait Agora. Mais aujourd'hui, nous avons 2 spectacles que nous diffusons. Donc, un spectacle qui dure 1 heure, qui s'appelle Essie et qui est sur le thème de l'exil. Et puis un spectacle qui s'intitule 6%. Donc 6% fait référence directement à ce que nous venons d'entendre avec Fabrice, donc à la fameuse OETH, qui est un spectacle de 20 minutes sans parole sur le thème de la discrimination à l'embauche et qui nous permet aussi, en plus de la programmation sur les scènes culturelles, le circuit culturel classique. Ou en entreprise. Voilà, de pouvoir, oui, voilà, exactement, de pouvoir aussi faire une sensibilisation. Donc, il y a le spectacle qui est un spectacle en soi et qu'on tourne, mais il y a aussi le spectacle qui va servir pour sensibiliser avec des bords plateaux sur ces questions de diversité, d'intégration professionnelle, d'embauche. Voilà. Et donc, on est à la fois sur de la sensibilisation et de la diffusion. Et surtout, ça ne concerne que de la mise à disposition humaine. Exactement. Ce qui s'inscrit pleinement dans ce que disait tout à l'heure Fabrice. Voilà, tout à fait.
On a également aussi un spectacle pour enfants autour de contes. Et puis, on va se lancer dans une nouvelle création qui devrait avoir le jour en 2024. Voilà, à côté des créations, il y a effectivement des actions culturelles. Mais ce qu'on voit ici, c'est que nous, on a cette, en plus d'être une compagnie de théâtre, le fait d'être inscrit dans cette association qui accompagne pendant tout le parcours de vie les personnes, on a une réelle aussi expertise sur l'intégration, l'accompagnement, la mise à disposition. Ce qui veut dire tout naturellement qu'on peut aussi vous consulter si, pour une production audiovisuelle, cinématographique, théâtrale, on cherche un profil. Il est évident qu'on n'est pas comme si on se dirigeait vers une association où on aura certes des profils, mais qui n'ont pas l'habitude de jouer, de suivre les indications d'un réalisateur, d'un metteur en scène. Ça, c'est quelque chose aussi que vous proposez qui est d'aider au recrutement, de conseiller, voire même d'accompagner jusqu'à l'intégration dans une équipe. Tout à fait. Alors, en fait, aujourd'hui, bon, les travailleurs d'ESAT, comme on les appelle, qui sont comédiens avant tout, hein, alors je ne veux pas rentrer dans le détail, mais ce qu'on appelle une notification ESAT. Et donc, ils sont dans cette structure. On a parlé aussi d'entreprises adaptées tout à l'heure ou de milieu ordinaire. Effectivement, si nous avons aujourd'hui des personnes dont le projet est d'intégrer ou de réintégrer, parce qu'il peut y avoir aussi des accidents de vie, hein, comme on le disait tout à l'heure, le milieu dit ordinaire, bien sûr, nous sommes là aussi pour les accompagner. Nous avons aussi un autre exemple que je peux vous donner, c'est un ancien comédien de la compagnie Le Cercle Carré, qui n'est aujourd'hui plus parmi nous pour des raisons personnelles, qui a tourné dans un long métrage qui va sortir en automne 2022. Et bien là, nous avons aidé la société de production pour toutes les conventions, contrats en fait entre le comédien, entre la personne et la société de production, et l'accompagnement aussi pendant le tournage. Et donc c'est Jérôme, hein, ici présent, qui a accompagné Michael entre Nantes et Paris pendant tout le moment de tournage, et puis même avant et après, en post-prod, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Et donc là, on a Michael était en contrat direct avec la société de production pour le tournage du long métrage, mais nous étions en convention avec la société de production pour l'accompagnement, transport et sur place du comédien. Et donc si je me souviens bien, vous avez également permis à cette production de réfléchir et de trouver des solutions concernant la rémunération du comédien. Oui, tout à fait. Il y avait aussi une habitude qu'il a. Pour nous, c'était aussi une première, pour tout vous dire. Donc, en fait, on a co-construit aussi des choses ensemble. Et aujourd'hui, nous sommes sollicités régulièrement par des sociétés de production qui recherchent des profils. Donc, on a des petits films à court sur nos comédiens qui permettent de les présenter. Et puis, on voit aujourd'hui comment on peut travailler sans forcément accompagner la personne jusqu'à devenir intermittent du spectacle elle-même. Hein, c'est pas une obligation. Mais il y a une particularité pour les travailleurs en ESAT qui souvent rend incompatible comment dirais-je, d'être rémunéré à égalité des autres intervenants, des autres artistes, interprètes et techniciens, puisque son statut peut empêcher un autre versement de salaire. Vous avez observé ce sujet. Quel est le retour aujourd'hui de ce que vous avez pu recenser comme information et solution? Alors, effectivement, vous parlez de l'allocation adulte handicapé, donc le fait que, à partir du moment où la personne a une rémunération, elle va avoir une conséquence sur son allocation adulte handicapé. Donc, c'est là-dessus où il faut faire attention et être très vigilant et être très clair vis-à-vis de la personne, de sa famille, si elle a un tuteur ou autre, pour dire, il peut y avoir une conséquence sur l'allocation adulte handicapé. Donc, c'est là aussi on peut avoir notre mot à dire pour que la personne elle-même ou sa famille ne découvre pas ça. Et voilà, et c'est comme toute prestation, voilà,
et doit être rémunéré. Et ce sont des personnes qui doivent avoir un équilibre dans leur rémunération globale. Le fait Oui. d'être rémunéré par une production, j'allais dire, travaille aussi au bénéfice du sentiment d'égalité de traitement, de considération et, Tout à fait. j'allais dire, de chance de pouvoir faire. Mais ça, j'allais dire, ce que vous dites là est valable aussi dans les ESAT. On a beau être dans le milieu protégé, et Fabrice l'a souligné, nous avons réellement des compétences. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant, enfin, et ce qu'on réussit, je pense, à mettre en avant, c'est qu'on parle de pouvoir d'agir des personnes, d'autodétermination. Ce sont des personnes qui ont choisi un métier et qui ont choisi le métier de comédien et qui ont des compétences. Et sur les autres activités, c'est exactement la même chose. Nous, on forme des personnes plus jeunes. On a, par exemple, tous les vendredis, c'est aujourd'hui d'ailleurs, des stages avec des jeunes qui sont accompagnés alors, dans ce qu'on appelle des instituts médico-éducatifs, mais on va dire des écoles spécialisées ou en classe Ulysse au sein de l'éducation nationale, par exemple, hein, voilà, et qui souhaitent en tout cas découvrir ce métier et qui se projettent dans des métiers artistiques et culturels. Donc on est vraiment sur une vocation, une compétence, et effectivement, le handicap est là, on ne le nie pas, mais c'est avant tout cette compétence qu'on met en avant, quel que soit le métier des ESAT. Ça peut donc évidemment aussi concerner toute demande pour de la figuration? Exactement, une demande pour la figuration. Et nous, ce qu'on aimerait pouvoir développer, d'ailleurs, c'est aussi avec vous, Pascal, qu'on a commencé à travailler là-dessus, c'est on pourrait tout à fait, on parlait d'événementiel hein, tout à l'heure. Déjà aujourd'hui, on nous sollicite lors d'assemblées générales, d'inauguration, de temps forts, de fondations d'entreprises, par exemple, où le cercle carré est sollicité. On a la fameuse aussi SEEPH, alors la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, qui a lieu tous les ans au mois de novembre. Alors j'allais dire, c'est un peu comme la journée des droits de la femme. Est-ce que c'est vraiment qu'une semaine? Bon, mais en tout cas, ça permet de mettre en lumière les compétences en fait des personnes en situation de handicap, et on est souvent très sollicité. On parlait d'IKEA tout à l'heure, et bien IKEA à Nantes nous a sollicité lors de cette semaine où nous avons été, en fait, la compagnie Comédien ont déambulé dans le magasin. On parlait de décors naturels tout à l'heure. Hein. Eh bien oui, on avait des décors naturels qui étaient les chambres, les cuisines, les salles de bain, etc. Et voilà, et on a pu être surprendre en fait les personnes qui venaient faire leurs achats chez Ikea. Et donc, ça a été quelque chose aussi de nouveau pour la compagnie et qui va sûrement se reproduire. Et voilà, vous le disiez tout à l'heure, c'est du spectacle vivant. On a aussi parfois des commandes de création partagée sur des thématiques spécifiques. On nous dit, on aimerait travailler avec vous, puis un autre groupe de personnes sur une thématique spécifique dans le but de créer un spectacle. Et ça aussi, on sait faire. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut répondre à un besoin et être agile grâce au talent de nos comédiens. Et ça peut aller plus loin, car on peut aussi imaginer de la voix off, on peut aussi imaginer du doublage, on peut aussi imaginer tout ce qui est du commun d'un comédien dans la diversité des possibilités d'intervenir sur un projet artistique. Tout à fait. Alors après, c'est toujours en adéquation aussi avec la personne, avec ses compétences et ce qu'elle souhaite. On travaille, nous, avec des intermittents du spectacle, et c'est ça qui est aussi intéressant, je pense, dans la démarche de la compagnie. C'est que, par exemple, nos créations, là, que nous tournons sur le circuit culturel, il y a une comédienne intermittente du spectacle qui joue avec nous. Donc, on parle de mixité sur scène. Je veux dire, c'est nous, ESAT, cercle carré avec un K, donc un peu différent, qui avons demandé à une intermittente de venir au sein de la compagnie. Elle fait partie de la compagnie sur les créations. On a également Fabrice Evdo, qui est le directeur artistique, mais qui est intermittent du spectacle, qui est metteur en scène et lui-même comédien, qui co-crée avec les comédiens tous nos spectacles et qui anime avec aussi les comédiens
les ateliers, donc toutes les actions culturelles. Et puis, on travaille aussi avec un régisseur. Donc, on est vraiment, voilà, aussi l'idée de mixité, de société inclusive, de troupe. Elle se fait aussi par le fait que, d'accord, on est un ESAT, mais on travaille aussi avec des intermittents et on est vraiment dans cette société inclusive qu'on prône. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, avez-vous des questions? Au final, vous recevrez, vous verrez en tout cas apparaître toutes les coordonnées des uns et des autres si vous souhaitez prendre attache avec nos deux invités ou nos deux intervenants. Pas de questions? Pas de points levés? Très bien. Je vous présente maintenant la manufacture digitale, Gabrielle Portnoy. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Bonjour à tous. Je te laisse te présenter la manufacture digitale et puis après nous rentrerons dans le détail de ce que l'on peut demander, ce que l'on peut faire avec la manufacture digitale. Parfait, merci beaucoup. Donc, Gabrielle Portnoy, fondatrice de la manufacture digitale qui a été créée fin 2016, donc on a un petit peu plus de 5 ans maintenant. Donc nous, on est une entreprise adaptée. Et la spécificité, c'est que j'embauche beaucoup de personnes sourdes et malentendantes parce que c'est un handicap que je connais très bien. Mes deux parents sont sourds. J'ai grandi avec la langue des signes et je me suis rendu compte sur le tard, quand j'ai voulu commencer ma carrière professionnelle à la fin de mes études, j'ai voulu monter une web TV bilingue en langue des signes et français. Pour pouvoir répondre aux besoins des personnes sourdes, parce que malheureusement, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'il y a beaucoup d'illettrisme chez les sourds, et donc ils n'ont pas forcément accès à l'information, à la culture, au divertissement, etc. Mais l'image, c'est leur fenêtre sur le monde. Donc, je voulais avoir des programmes bilingues en langue des signes et en français sur tous les sujets. Je me suis lancée là-dedans, et là, je faisais mes castings. Donc, si le cercle carré avait existé, j'aurais fait appel aussi au cercle carré. Mais le bouche à oreille marche très, très bien chez les sourds. Donc, j'avais énormément de candidatures de personnes sourdes et j'avais des personnes exceptionnelles qui avaient candidaté, qui étaient très, très bonnes derrière la caméra, au graphisme, etc. Et que je recevais un mardi après-midi, un jeudi matin, etc. Et je me disais, mais comment ça se fait? Ils ont du talent. Mais ils ne sont pas embauchés, ils sont pour la plupart au chômage, ou quand ils ne sont pas au chômage, ils ont un travail à temps partiel, ils travaillent à la plonge, distribution de courses, ménage, etc. Mais ils ne faisaient pas du tout le métier pour lequel ils étaient tous très, très doués. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, et malgré le fait que j'ai été éduquée par des parents sourds, je ne m'étais pas rendu compte que plus de la moitié des personnes sourdes excellaient dans les métiers liés à l'image. Et là, ça a vraiment été une très belle réalisation dont j'étais contente. Je me suis dit qu'il n'était pas trop tard pour le réaliser. Et là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire au-delà de la web télé qui avait un peu pris forme, mais qui a pris fin. Et je suis contente qu'il y ait un autre média maintenant qui s'appelle Mediapi pour le faire. Mais donc, je me suis dit, il faut absolument que je crée une agence de communication pour faire travailler toutes ces personnes sourdes qui ne sont pas embauchées alors qu'elles ont des compétences incroyables comme elles vivent dans un monde visuel. Elles ont des compétences incroyables pour tout ce qui était lié à l'image. Donc, comme j'ai dit, graphisme, production de films derrière la caméra, réalisation, photos, etc. Et ils ne sont pas embauchés parce qu'on ne sait pas communiquer avec eux. Et moi, ayant un pied dans les deux mondes, le monde d'entendants et le monde des sourds, puisque je parle la langue des signes, je pouvais faire ce lien et j'ai découvert ce qu'était une entreprise adaptée. Et donc, c'était le format idéal pour que je puisse vraiment aménager les conditions de travail pour qu'ils puissent enfin réaliser le métier pour lequel ils étaient tous compétents. C'est un peu l'introduction, un peu longue. Et donc, on peut vous demander de la production audiovisuelle? Absolument. Donc voilà, on réalise de nombreux films institutionnels, des courts-métrages aussi, ça nous est arrivé, mais surtout des films institutionnels jusqu'ici. Beaucoup d'interviews pour la mission handicap du spectacle vivant et enregistré. Absolument. Et voilà. Et la plupart des personnes sont sourdes et malentendantes, mais bien sûr, on a des binômes entendants pour faire la prise de son, etc. Enfin voilà. On arrive vraiment à faire toute une équipe de production. On a déjà fait créer des web-séries aussi
avec des équipes de 25 personnes, etc., où on a vraiment tous les postes de la production audiovisuelle qu'on mobilise en préparation, en production. En écriture, Comment? en écriture également, je suppose, en amont, en pré-production. Voilà, en écriture. Par contre, c'est là où on est peut-être un petit peu encore les plus faibles sur l'écriture, parce que chez les personnes sourdes. Après, je peux faire appel à d'autres personnes, mais comme je disais, il y a beaucoup d'illettrisme chez les personnes sourdes, donc c'est le poste sur lequel on va le moins vendre notre compétence, mais quand il y a un vrai besoin, et surtout quand c'est en plus un besoin sur une expertise qu'on a, on peut accompagner, mais voilà, sinon sur tous les postes. Ce qui veut dire en conséquence qu'on peut faire appel à vous pour tout ce qui concerne les questions liées à l'accessibilité à l'image, autrement dit audiovisuel ou cinéma. D'ailleurs, je signale que l'ARCOM vient de publier ses recommandations aujourd'hui pour la présentation des campagnes, de la campagne présidentielle en audiovisuel, pour à quel endroit on met la vignette, à quel endroit, comment on sous-titre, parce que le sous-titrage sourd et malentendant n'a rien à voir avec le sous-titrage que nous connaissons pour nous permettre de ne pas être exclus d'un film étranger. Donc tout ça, on peut vous le demander. Absolument. Voilà, nous, on fait du sous-titrage sourd et malentendant avec les meilleurs professionnels du secteur. Et on fait aussi voilà, tout ce qui va être traduction en langue des signes, parce que donc au départ, j'ai créé cette agence de communication et on a toute l'expertise sur toute la partie production audiovisuelle et communication. On fait des films en motion design, comme l'a montré Fabrice tout à l'heure, avec des personnages animés, etc. Dont un pour la mission handicap du spectacle vivant et enregistré, qui sera très prochainement disponible pour expliquer à toutes les entreprises, tous les événements culturels, comment ne pas rompre une chaîne de déplacement chez le public avec un handicap vieillissant ou en manque ou perte d'autonomie. Et c'est grâce à la manufacture digitale que nous avons pu réaliser cela. Merci beaucoup. Plaisir. J'ai mis un lien, Gabriel. Vous aviez fait aussi une vidéo pour nous, enfin deux. Oui. Un exemple. Voilà. C'est vrai, super, merci. Et donc une agence de communication qui amène aussi à créer des outils ou à mettre en forme des outils existants, à les mettre au goût du jour. Vous faites beaucoup de choses en communication. Nous le savons, nous, à la Mission Handicap. Audience le sait aussi. Mais j'imagine que nous ne sommes pas les seuls. Et peut-être même que nous ne faisons pas appel à tout ce que nous pourrions solliciter. Oui, c'est vrai que, on l'a dit, on devient des couteaux suisses parce que c'est passionnant. Au départ, j'avais juste repéré des compétences des personnes sourdes et finalement, on creuse le sujet, on va plus loin, on veut offrir l'offre la plus intéressante et pertinente possible, s'adapter aux demandes des clients. Et donc, toute l'équipe est aussi formée à l'accessibilité numérique, ce qui fait que tous les contenus qu'on produit, on fait vraiment attention au contraste des couleurs pour les personnes qui sont malvoyantes, à plein de sujets aux personnes déficientes mentales qui ont besoin aussi de français facile à lire et à comprendre, etc. Donc nos contenus de communication vont encore plus loin puisqu'on maîtrise aussi toute la partie accessibilité numérique qui nous concerne au premier plan et qu'on peut tester en direct. C'est-à-dire que quand on produit par exemple un film en motion design, on s'assure qu'une personne sourde qui n'a pas les sous-titres puisse aussi comprendre le contenu. Donc ça peut être finalement compris par n'importe qui, même des personnes étrangères, même des personnes dont le handicap n'est pas déclaré, etc. Donc c'est une valeur ajoutée qu'on a dans les entreprises adaptées d'avoir aussi cet intérêt pour l'accessibilité aux personnes en situation de handicap et de produire des contenus qui vont plus loin qu'une agence de communication lambda. C'est pour ça que j'invite absolument tout le monde à faire appel au service des entreprises adaptées et des ESAT qui ont cette culture-là et cette... Et puis, évidemment, qui dit communication dit site internet, mais pour autant, ce n'est pas la proposition principale que vous pouvez faire. En revanche, parce que aujourd'hui, force est de constater qu'on rencontre beaucoup de prestataires, beaucoup de gens qui nous disent combien notre site internet n'est pas accessible, qui nous promettent un site internet qui sera au top de l'accessibilité. Force est de constater qu'il n'est pas rare que des usagers envoient des messages peu amènes pour dire que c'est une blague, mais c'est pas accessible. Là, c'est là que vous pouvez intervenir, qui est d'être une sorte de contrepoids
pour une entreprise qui envisage de créer un site internet, de pouvoir lui dire et de pouvoir l'accompagner dans une sorte d'expertise qui ne vient pas contredire le prestataire qu'ils auront choisi, mais de le monter en qualité de service. Exactement, parce que effectivement, les entreprises ne connaissent pas forcément, elles veulent bien faire, elles contactent des gens, et après, ben, voilà, on ne tombe pas forcément sur la bonne entreprise, ou même si on tombe sur la bonne entreprise, il y a tellement de critères, etc. Et voilà, nous, on est là pour essayer d'aider. Si le projet n'est pas encore fait, d'accompagner pour repérer les bons experts pour le mettre en place. Si le projet existe déjà, pour aider justement à voir ce qu'on peut améliorer à droite, à gauche pour répondre. Cette expertise que vous proposez, Gabriel, est-ce qu'on peut se dire que, puisque vous contribuez également bien sûr à l'emploi, vous accompagnez les projets de recrutement, mais par exemple là sur cet exemple, est-ce que ça voudrait dire que vous pouvez aussi mettre à disposition dans une entreprise l'un de vos collaborateurs sur un temps donné qui pourrait accompagner le projet d'une refonte de site Internet? Oui, alors on le fait très peu pour le moment, mais c'est dans les ambitions 2022-2023 de le faire de plus en plus, en effet. Très bien. C'est quelque chose qui peut arriver. Et puis, évidemment, comment dirais-je, la formation, la sensibilisation, vous aussi, vous vous investissez sur ces accompagnements parce que la population sourde, malentendante, a des usages, a des outils de communication qui lui sont propres. C'est important aujourd'hui que plutôt que de rendre tout audible, c'est peut-être aussi que nous puissions, nous aussi, apprendre à parler cette langue. Exactement. Donc, encore une fois, la manufacture digitale est née avec cette révélation que les sourds excellaient sur les métiers liés à l'image. Donc, c'était d'abord une agence de communication et maintenant, c'est aussi une agence d'accessibilité avec cette expertise autour de la surdité, puisque voilà, c'est un handicap que je connais donc extrêmement bien pour le vivre de près et pour embaucher des personnes sourdes et malentendantes. Et en fait, finalement, ça fait aussi partie de ma mission, et c'est une mission qui me passionne absolument, puisque je vois que malheureusement, il y a cet illettrisme, il y a beaucoup d'embûches, d'obstacles sur le parcours des personnes sourdes qui ne sont pas forcément embauchées, qui ont des difficultés au quotidien. Et ma mission, c'est vraiment de rendre accessible le plus de choses possibles à destination des personnes sourdes. On a cette expertise, donc on est capable d'accompagner les entreprises et on est aussi capable de faire comprendre que, voilà, comme ça vient à peu près d'être dit, les personnes sourdes ne peuvent pas se mettre à entendre, les personnes entendantes peuvent se mettre à apprendre la langue des signes. Donc, par exemple, la formation à la langue des signes fait partie de nos accompagnements. Aussi, le fait de créer, si vous recevez des sourds, si vous êtes un lieu de théâtre ou si dans un film, vous voulez avoir un personnage sourd, etc., si vous voulez faire du sous-titrage, on a vraiment tout cet accompagnement qu'on peut mettre en place pour recruter quelqu'un, pour le maintenir en emploi ou pour rendre un service accessible aux personnes sourdes. Quand je prenais l'exemple des théâtres, voilà, il y a aussi des personnes sourdes qui viennent assister à des pièces de spectacle. Donc, comment leur rendre accessible le contenu? Déjà, pour la communication, faire une pastille en langue des signes, penser à sous-titrer les vidéos, etc. Nous, ce sont des choses qu'on peut réaliser. Et ensuite, sur le lieu, avoir une personne qui puisse accueillir, connaître quelques mots en langue des signes, des mots simples. On peut faire cette formation en premier mot d'accueil. Bonjour, à droite, à gauche, premier étage, le bar se trouve par ici, les toilettes par là, etc. Vraiment, on peut intervenir sur tout l'accompagnement, soit des collaborateurs sourds, soit une embauche d'un comédien sourd, ou sur l'accueil si vous recevez du public de personnes sourdes. Mais aussi, parce que c'est aujourd'hui un prérequis qui est que communiquer vers les personnes sourdes ou malentendantes, c'est aussi produire des outils audiovisuels, des vignettes de présentation d'un programme ou autre pour répondre à cette problématique de difficulté de lecture. Vous proposez ça aussi? Vous accompagnez la communication dans ce sens? Absolument, ça c'est vraiment une expertise. On est très très peu en France à savoir le faire et voilà, nous on le fait très bien et on a notre studio fond vert à Paris, donc on est vraiment autonome pour réaliser tout ce qui va être traduction de contenu,
pouvoir l'intégrer directement dans les vidéos de communication ou donner la vidéo pour que les gens l'intègrent eux-mêmes. Et on peut repenser aussi, si on arrive un peu plus en amont, aux meilleures façons de communiquer. Et derrière, en plus, on peut communiquer directement auprès du public sourd. Bien sûr. Puisqu'on a tout ce réseau-là, donc on peut faire la communication autour des événements ou des projets accessibles. Merci beaucoup, Gabriel. Y a-t-il des prestations que je n'ai pas soulevées? Je pense qu'on a un peu fait le tour. Et puis, comme c'était dit, on est couteau suisse, donc on ne sait pas quelles seront les prestations de demain. Mais donc voilà, on fait aussi du e-learning de plus en plus. Mais voilà, il y a plein de choses qui se font. Très bien. Mesdames, Messieurs, si vous avez des questions, c'est le moment. Pendant que peut-être les uns et les autres réfléchissent à leurs questions, je vais vous partager sans délai les coordonnées de nos invités du jour pour vous permettre évidemment de les recenser. Et je veux l'espérer de vous rapprocher d'eux. Thierry Jopek, que je viens de relancer parce que j'ai vu qu'il s'est déconnecté. Thierry Jopek est le haut fonctionnaire en charge du handicap et de l'inclusion au ministère de la Culture. Je viens de lui envoyer un message parce que peut-être a-t-il une problématique de connexion, quoi qu'il en soit. Il a mis un message sur le fil de conversation, Pascal, qui devait partir à 11h30. Ah, alors donc, très bien. Je me proposais justement d'échanger et de partager avec vous sa réflexion. Nous ferons certainement un autre webinaire avec lui sur justement tout ce que aujourd'hui l'environnement culture peut générer comme solution, mais aussi peut exprimer comme besoin sur le sujet, évidemment, de l'emploi, de l'accessibilité et du droit au final. Eh bien, si nous n'avons aucune question, ce qui veut dire que nous vous avons apporté beaucoup d'informations, j'espère pas trop d'informations, mais en tout cas suffisamment d'informations pour vous permettre très prochainement et de diffuser bien sûr sur vos réseaux de ce partage du jour, de pouvoir aussi informer de ce que nous vous avons présenté. Vous le savez, nous sommes à votre écoute et disposition. Majoritairement ici, la mission handicap du spectacle vivant est enregistrée. Vous pouvez tout à fait le solliciter. Nous vous mettrions en relation avec le réseau GESAT, le Cercle Carré, la Manufacture Digitale, tout naturellement, et d'autres, car il y en a d'autres. Nous avons choisi ces deux entreprises, mais nous le savons à travers ce qu'a pu dire Fabrice tout à l'heure, les prestations sont extrêmement diversifiées. On peut même penser qu'il y a de l'hébergement de décors, qu'il y a la possibilité de trouver des salles de répétition, qu'il y a la possibilité de trouver des hébergements sur des lieux de tournage, car parfois ça peut être sur certains lieux de tournage difficiles ou éloignés. Voilà, il y a beaucoup de choses auxquelles nous ne pensons pas spontanément, mais je suis bien certain que le secteur protégé et adapté est tout à fait à même d'écouter une demande et de chercher des solutions pour apporter une réponse. Fabrice, nous sommes d'accord. Exactement. Merci à ce propos, Pascal. J'ai remis le slide des coordonnées si vous cherchez à nous joindre. Merci. Eh bien, mesdames, messieurs, si donc aucune question nous est posée, cela veut dire que nous allons avancer ensemble désormais et nous nous en réjouissons. Excellente fin de journée, bonne continuation. Bonne fin de semaine à toutes et à tous. Merci. Et au plaisir de travailler ensemble. Merci. Merci, à bientôt. Merci à nos invités.